Bonjour à tous. Que vous évoque à vous cette folie autour des IA génératives? 700 postes sur la sellette chez Orange Business. Comment redresser la barre? Du côté de VHCloud, on a fait le choix de s'équiper d'un ordinateur quantique. Mais pourquoi faire? Toutes ces questions, nous les débattrons aujourd'hui dans le débrief avec mes commentateurs qui sont déjà installés avec moi en plateau. Et puis on terminera cette édition avec notre chronique Où va le web? Mais d'abord, je propose un focus sur ces innovations qui nous permettront demain de mieux protéger nos océans. Sur le plateau de Smart Tech aujourd'hui pour le grand débrief de l'actualité, Henri Dagrin, délégué général du SIGREF. Bonjour Henri. Bonjour Yann Lechel et Alain Staron, président d'Artifil. Yann Lechel, comment je vous présente? Entrepreneur de la tech. Entrepreneur de la tech, et oui, parce que vous êtes sorti de ce monde du cloud. Mais jamais très loin. Mais pas très loin, donc c'est très bien parce que vous allez partager votre expertise avec nous sur tous ces sujets qu'on va débattre aujourd'hui ensemble en plateau. Je propose qu'on écoute d'abord notre invité à distance, Romain Cierlet. On va parler de ces innovations technologiques qui vont nous permettre de mieux s'occuper de nos océans qui en ont bien besoin, avec quelques découvertes à l'occasion de la Monaco Ocean Week. Bonjour Romain. Bonjour. Vous êtes le directeur exécutif de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Alors je précise, organisation internationale à but non lucratif, créée par le Prince Albert II de Monaco en 2006, et qui s'engage à protéger et faire progresser la santé planétaire et promouvoir ces innovations qui peuvent accélérer le changement. Alors, à l'occasion de cette semaine de l'océan, il y avait aussi la journée mondiale de l'eau cette semaine, on a pu découvrir quelques technologies intéressantes. De là à parler de technosolutionnisme, je ne sais pas, à moins que ce soit l'état d'esprit dans lequel vous êtes à l'occasion de cette semaine. Alors, il faut savoir que cette semaine, elle a été conçue parce que l'océan est vraiment dans l'ADN de la principauté de Monaco. Et la Monaco Ocean Week, ça a été une manière de faire un événement phare qui regroupe à la fois tout l'écosystème monégasque, donc c'est un événement organisé par la Fondation Prince Albert II, mais on le fait en collaboration avec le gouvernement princier, le centre scientifique, l'Institut océanographique et le Yacht Club. Mais vous êtes, juste simplement pour préciser, parce que vous êtes parti sur une ligne très positive, très, très optimiste. Hein. Vous parlez d'idées bleues pour un avenir radieux. Exactement. C'est la 6e année de la Monaco Ocean Week et pendant 4 ans, on s'est concentré sur les enjeux, sur les problèmes. Et on voulait amener une note d'optimisme quand même dans toute cette semaine et faire un événement consacré aux solutions. Donc, on est parti de ce constat. On est parti également d'un autre constat qui est un peu plus dramatique, c'est que seulement 1% des financements consacrés aux objectifs de développement durable vont à l'océan. Alors qu'on sait que l'océan fournit des services, il régule le climat, on estime qu'il y a près de 80% de la biodiversité qui est hébergée par l'océan, et il fournit des services économiques également, parce qu'on a des industries entières qui dépendent de l'océan pour se développer. L'industrie pharmaceutique, l'industrie de la pêche, le tourisme, juste pour en citer certaines. Donc quand on voit qu'on continue à mettre plus de pression sur les océans, on pense qu'il y a quand même un paradoxe et qu'il faut encourager davantage d'investissements dans des solutions qui sont innovantes. Alors qu'est-ce que vous pouvez partager avec nous comme exemple? Qu'est-ce qu'on a pu voir selon vous d'intéressant? Alors on en a plein parce qu'on s'est focalisé sur cette édition qui a eu lieu mardi 21 et mercredi 22 mars sur 5 verticales. Donc le green shipping, tout ce qui est tourisme durable régénératif, alimentation durable des produits de la mer, infrastructure côtière et tout ce qui est données océanographiques et traitement par l'intelligence artificielle. Donc, difficile d'en prendre que certaines parce qu'on en a eu, il y a eu près de 25 solutions qui ont été présentées. Et si je dois en retenir 3 qui nous ont particulièrement marqués, il y en a une qui intervient donc dans le domaine du green shipping. Elle est développée par la société Navlandis. Et le nom de cette innovation s'appelle la Z-Box. C'est des containers qui sont pliables. Alors, on sait qu'il y a un vrai enjeu là-dessus parce qu'une bonne partie du trafic en shipping se fait avec des containers vides. Ça a un impact, une empreinte carbone qui est terrible. Et la solution qui est développée par cette société permet de répondre à cet enjeu. En fait, sur l'espace consacré à un container, on peut plier 5 containers. Donc, on peut diviser par 5 le nombre de trajets, enfin, l'espace utilisé pour des containers qui ne servent à rien. Donc ça, c'est vraiment une société qui
qui nous a vraiment marqué. C'est pas une. C'est intéressant parce que ça montre qu'à partir de solutions qui sont juste des bonnes idées finalement, hein, il n'y a pas besoin de développer des prouesses technologiques pour avoir un impact positif. Est-ce que vous avez un exemple sur le tourisme durable? Parce qu'avec le tourisme de masse, comment on fait justement pour ne pas trop abîmer nos côtes? Alors, excellente question. Le tourisme durable, c'est vraiment un enjeu qui est très large. On a une multitude de solutions qui se développent à ce niveau-là. On a reçu, à l'occasion de la Ocean Innovators Platform, une solution qui s'appelle Coral Vita. Coral Vita a gagné le Earthshot Prize. C'est devenu une référence de prix pour des solutions innovantes dans le domaine de l'environnement. Et Coral Vita permet de restaurer des récifs coralliens et donc d'attirer, c'est une technologie qui est très complexe, donc je ne vais pas arriver vraiment dans le détail de tout ça, je serais incapable de le faire, il faudrait inviter l'innovateur qui a présenté sa solution, mais en intégrant des récifs qui sont des coraux qui sont plus résilients et en restaurant des récifs coralliens, on peut vraiment amener un autre tourisme, un tourisme qui est plus régénératif et plus durable. Bon. C'était une solution qui a été présentée. Une autre solution qui nous a marqué, c'est un parc, donc il ne voit pas encore le jour, c'est un projet, mais qui est développé par la société Underwater Gardens. Ça sera un parc qui aura lieu à Tenerife. Et là, l'idée, c'est d'inciter les touristes qui vont visiter le parc à contribuer à la restauration de l'environnement sur Terre et en mer. Et cette forme de tourisme permet d'aller planter des coraux, de restaurer des habitats marins, et on pense que c'est une très très belle dynamique. Henri Dagrin, une réaction? Vous connaissez bien la mer. Oui, je connais bien la mer. Il y a un projet que je trouve tout à fait intéressant et qui va résoudre le principal problème de la pollution du commerce mondial. C'est celui des émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble de ces navires qui transportent toutes les marchandises quasiment que nous consommons. Vous allez me parler des voiles qu'on accroche à l'arrière du paquebot? Pas du tout, justement. Je crois que la propulsion vélique restera anecdotique. C'est intéressant, mais elle restera anecdotique. En revanche, il y a des industriels comme par exemple Hyundai Heavy Industry, qui est un grand constructeur de navires, qui a un projet qui est en phase de développement, de construire, parce qu'on maîtrise toutes ces technologies, de construire des grandes plateformes maritimes à proximité des ports, embarquant un SMR, c'est-à-dire un Small Modular Reactor nucléaire, pour produire de l'électricité sur l'eau, qui produira lui-même de l'hydrogène décarboné, donc, pour ensuite alimenter des navires dont la propulsion sera une propulsion à hydrogène. Alors bien sûr, l'énergie volumique de l'hydrogène est beaucoup plus faible que celui des carburants, des fioul lourds qui sont utilisés, mais c'est un vrai projet qui va pouvoir résoudre une partie très substantielle de ce sujet des émissions de gaz à effet de serre de la propulsion maritime. Romain Cierlet, est-ce que les éditions précédentes se sont suivies de faits? Est-ce que vous avez vu des choses se concrétiser? Nous, notre objectif principal avec cette plateforme, c'est de diriger davantage de capitaux dans ces solutions. Et on le sait, cette plateforme, elle a permis de mettre en relation des fonds de private equity, des studios de venture capital, des philanthropes et même des municipalités et des gouvernements avec certaines de ces solutions. Et donc, il y a eu des capitaux qui ont été déployés, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros, et on s'en réjouit parce que sur ces sociétés qui sont particulièrement jeunes, pour vraiment scaler, pour arriver à une autre échelle, elles ont besoin de ce soutien, et on voit les résultats aujourd'hui. Donc, ça nous encourage à poursuivre l'aventure et à renouveler ces éditions de la Ocean Innovators Platform à l'avenir. Et alors, pour réagir à ce dont parlait Henri Dagrin, l'hydrogène, ça fait partie des sujets aussi que vous avez abordés? On a eu un panel extrêmement intéressant sur le green shipping, et c'est vrai que, évidemment, l'hydrogène, ça fait partie des solutions. Aujourd'hui, on a énormément de solutions qui arrivent sur le marché. Quelle solution va être retenue, quelle solution va prendre le dessus sur une autre, ça, on ne le sait pas, on ne peut pas en préjuger. Ce qui est certain, c'est que là, on regarde à long terme, on regarde aussi les solutions qui peuvent arriver sur le très court terme. Et pour en revenir à ce que je disais par rapport à Navlandis et à la Z-Box, on sait que c'est une solution qui peut permettre de réduire de 70% les émissions de CO2 liées aux containers vides. Et ça, c'est une solution qui existe aujourd'hui et qui est à portée de main. Ouais. Donc nous, notre intérêt là-dedans, c'est d'en faire la promotion et d'inciter, d'engager, de sensibiliser un maximum les industries sur les solutions qui existent, parce que
beaucoup d'industries ne sont pas nécessairement informées au courant. Et ben là, vous avez une occasion de plus en parlant avec nous dans Smart Tech sur la chaîne Bismart. Merci beaucoup Romain Sierlet de la Fondation Prince Albert II de Monaco. À suivre dans Smart Tech, c'est le débrief de l'actu. Le débrief de l'actu, c'est avec Alain Staron, Henri Dagrin, Yann Lechel, chacun expert dans son domaine. Merci beaucoup à tous les trois. Je propose qu'on démarre tout de suite avec ce sujet autour des IA génératives. Cette folie, là, cet emballement, il vous évoque quoi? Qui veut commencer? Henri. Oui, bon, alors, je pense qu'il y a quand même une chose qu'il faut, deux choses qu'il faut voir, c'est on n'est quand même pas dans une révolution aujourd'hui, parce que cette dynamique qui est aujourd'hui extrêmement visible, ça fait longtemps qu'elle est engagée, et ça fait longtemps que l'on sait que l'on aura des outils, et qu'il y a déjà des outils. Dans tous les outils qu'on utilise aujourd'hui, il y a de l'intelligence artificielle qui permet d'améliorer substantiellement l'usage des produits. Mais là il y a eu quand même ce qui s'est passé, un petit emballement. C'est un emballement médiatique. Public. ChatGPT qui a permis à tout le monde de voir à quoi ça ressemblait, qu'est-ce qu'on pouvait en faire, comment on pouvait jouer avec. Bon, on y reviendra, mais sans forcément avoir l'occasion de se poser les bonnes questions. Il y a le savoir-faire et le faire savoir. Et c'est surtout sur le faire savoir qu'OpenAI a été particulièrement bon. Google a dû réagir dans la précipitation. C'est rare quand même de voir Google obligé de présenter un produit alors qu'il n'était pas du tout prêt à le faire avec son Bard et qu'il a décidé là aussi de le mettre entre les mains du public. Alors pour l'instant, juste aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais quand même, on a un accès public sur une version test. On a Mark Zuckerberg, qui nous a vendu le nouveau nom de son groupe, Metaverse. D'un seul coup, il nous dit « Oui, mais alors en vrai, la priorité là d'investissement, c'est sur l'intelligence artificielle. » Il y a un revirement total. Pour moi, il n'y a aucun doute. Ces grands acteurs, les big tech, vont tous savoir s'équiper de ce genre de technologie. En réalité, la technologie est publique. Les papiers ont été publiés, les scientifiques s'en sont emparés. Ce n'est qu'une question de puissance de calcul. Mais ce qui me préoccupe, c'est la chose suivante, en tout cas deux effets qui sont des effets peut-être positifs pour les humains. C'est que la création de contenu, notamment de contenu textuel, risque d'être dévalorisée parce que ce sont ces outils qui vont nous permettre d'en créer à profusion. Donc nous allons être complètement submergés de contenu. Déjà, on est dans une époque qui est post-vérité, en quelque sorte, dans la mesure où les réseaux sociaux avec leurs algorithmes arrivent à influencer les masses avec des informations qui ne sont pas nécessairement vraies. Dites-moi Yann, où est la bonne nouvelle là dans tout ça? C'est une bonne nouvelle pour moi parce que si l'on considère que cette information n'a plus de valeur, en tout cas l'information écrite, transcrite sur Internet, alors ce sont les relations humaines qui vont devoir se renforcer dans le réel. Donc ça, c'est peut-être la bonne nouvelle. Pour l'analyse, en tout cas technique, il me semble que Google, évidemment, travaillait sur ce sujet, a été pris de court peut-être, va rattraper l'état de l'art, va intégrer ces technologies dans les moteurs de recherche. Et ce qui m'intéresse, en tout cas en ce moment, c'est cette notion d'entropie, c'est-à-dire ce collectif d'informations qui, à la fois, crée un corpus linguistique, qui alimente les modèles de LLM, et d'autre part, la restitution dans les moteurs de recherche. Le risque, c'est que l'on utilise ces systèmes pour créer du contenu qui va alimenter les moteurs, et ce contenu va restituer du contenu. Donc on risque d'appauvrir. Parce qu'on n'est plus dans la même logique d'un moteur de recherche. Là, on est vraiment sur de la génération de contenu à partir de l'existant. Oui, mais ce contenu va être utilisé pour créer du SEO, d'optimisation search. Ah oui, alors ça, pour les entreprises qui cherchaient à faire de la production de contenu, à remonter dans les moteurs, c'est une aubaine. Mais pour combien de temps? Parce que tout le monde va avoir la même chose. Tout ça va s'effondrer, tout ça va se lisser, et tout le monde, in fine, aura les mêmes contenus. Régression vers la médiocrité, possiblement. Ça c'est fort probable. Alain? Oui, en fait, OpenAI a fait le bon pari au bon moment, ce que n'a pas fait Google pour des raisons d'ADN. Enfin, c'est écrit qu'il ne pouvait pas le faire. Alors on peut espérer qu'il rattrape, on peut imaginer qu'il rattrape, j'en suis pas sûr du tout. Il y a des cycles dans la vie. À un moment, il y a des boîtes qui gagnent, et après, elles ne gagnent plus. Donc, moi, je ne mettrai pas beaucoup de paris sur le fait que Google survive à ça au long terme. Donc, OpenAI a été le premier à aller plus vite. Microsoft a fait un excellent choix de miser sur OpenAI. Maintenant, et donc, tout le monde doit y aller. Enfin, qu'Adobe AI, c'est normal. Adobe a dévoilé sa Firefly, son IA générative aussi. Parce que vous créez des images. Si vous avez une IA qui vous aide à les créer, ça va aller beaucoup plus vite. Et donc, ça, c'est très bien. Donc,
on est dans la phase où on optimise le travail fait par les humains. Et le progrès fait ça depuis quelques millions d'années. Le premier outil, c'est il y a 3 millions d'années. Donc on fait juste toujours la même chose. Le risque, c'est qu'effectivement, ça déforme la manière dont on interagit tous, parce que le travail déforme tout. Enfin, ça fait de la pollution, ça fait tout ce qu'on veut. Maintenant, on vit avec ça depuis 3 millions d'années. À chaque fois, on prend des risques qui sont toujours plus grands. Pourquoi ? Parce que c'est toujours plus rapide. Donc, on a toujours moins de temps pour s'habituer. Et là, effectivement, il y a une vraie question sur comment on va faire pour dépasser l'inondation par des contenus qui ne sont pas des contenus humains. C'est ça qui est préoccupant, c'est que quand même on a cet emballement, cette précipitation sur ces technologies, mais tout ça sans contrôle, sans garde-fou, sans limite. Alors on a même les créateurs d'OpenAI qui me disent « mais non, on aimerait bien avoir des règles éthiques. Hein. » Oui, mais enfin en attendant, ils continuent d'avancer. Mais c'est normal, parce que vous ne pouvez pas écrire des règles éthiques sur un truc qui n'existe pas. Il faut que ça existe. Le patron de Thales il y a certains domaines où on attend d'avoir des régulations pour s'autoriser à faire des choses. Jamais. Le patron de Thales dit, moi je fais des robots tueurs. Les sujets de bioéthique, par exemple, ont freiné quand même les accélérations des progrès. La voiture autonome, on commence par faire des voitures autonomes, après on dit c'est quoi les règles pour pas écraser. Non, pareil, on n'autorise pas une voiture autonome à rouler comme ça n'importe comment. On commence par les faire. Le danger supplémentaire ici, c'est que la base de langage de Facebook, elle a fuité. Donc n'importe qui peut s'en occuper. Alors là, la génération de contenu pervers, dans des mains perverses, il n'y a plus de limite. Hein. Qu'est-ce qu'il y a à gagner à la clé dans cette bataille des IA génératives ? Parce que là, pour l'instant, dans la course, on ne trouve encore une fois que des GAFAM. Absolument. On trouve toujours les mêmes big tech. Hein. Qu'est-ce qu'elles ont à gagner là, à la clé dans cette course ? Entre elles, ouais. C'est d'améliorer la productivité de leurs clients, et notamment Microsoft. Et changer l'expérience utilisateur. Passer du search au prompt. Oui, c'est un changement de paradigme. Mais le marché, c'est quoi ? C'est pour améliorer la productivité. Pour Microsoft, c'est l'amélioration de la productivité. Le marché, c'est quoi ? De ses clients. Les services aux entreprises, le cloud ? Moi, je dirais qu'au niveau macro, les États ont à gagner, en l'occurrence les États-Unis, à nouveau, parce que ce sont eux qui sont les concentrateurs. Donc, d'une part, si on parle de modèle linguistique, il y a peut-être même un sujet de soft power culturel, qui d'ailleurs se retrouve dans la génération de textes, qui ressemble presque formellement, même en français, à une espèce de démonstration autoritaire de savoir, qui est souvent faux, mais qui peut l'être. En tout cas, ça ressemble bien à cette manière de s'exprimer à l'américaine, qui est très, très punchy, hein, qui se retrouve dans le texte. Donc il y a cet aspect-là, et puis évidemment, l'aspect captation de valeur économique. Encore une fois, c'est-à-dire que l'Europe va devenir utilisatrice de ces outils, faute d'avoir réussi à créer le modèle économique en amont. Dans la mesure où ça remplace des tâches humaines, si ce remplacement des tâches humaines qui sont mondiales est fait par des technologies américaines, ça veut dire que la valeur va du monde entier vers l'Amérique. Ouais. Une fois. Donc, à nouveau, là, on se prend un gros coup de massue quand même, du côté de l'écosystème tech européen. Où est l'Europe ? Oui. Où est l'Europe ? Alors même que l'Europe dispose des laboratoires, dispose de compétences avérées sur l'ensemble de ces modèles, a su réaliser des outils qui sont du même niveau, mais aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Le savoir-faire, c'est pas le faire savoir. Le savoir-faire, la compétence technologique, c'est pas la capacité à prendre le marché. Pas que, parce que la manière de créer d'innovation, OpenAI qui a pu lever des sommes phénoménales avant même de gagner de l'argent, OpenAI en Europe, il ne serait jamais arrivé là. Jamais. Absolument. Donc le début, c'est est-ce qu'on est capable en Europe de prendre des risques ? Ce que je veux dire, c'est pas une question de compétences technologiques. Pas du tout. Mais pas du tout. Voilà. Et à l'inverse, d'ailleurs, Facebook et Google ont d'énormes labos. C'est pas une question de compétences technologiques. Si on est aussi fort, si on sait aussi bien faire, pourquoi on n'existe pas ? De moyens de vélocité, de capacité d'innover. De raisons. La première, c'est que nos talents. C'est l'argent ? Non, nos talents. L'investissement derrière les talents ? Nos talents se font embaucher par les Américains, par les GAFAM, même en France. Vous avez des grands labos de Facebook et de Google qui embauchent des Français qui sont des. Moi, j'ai du mal à regretter des data scientists. Pourquoi ? Parce qu'à côté, il y a Facebook. Donc ils ont. Alors, c'est moins en moins vrai parce que les Américains ont quand même des images qui décrivent. Il y a un petit cycle. Mais quand même, les talents européens n'ont plus besoin de s'expatrier pour bosser pour des entreprises américaines. Donc moi, je lutte en permanence pour dire mais les gars, vous êtes en train de creuser votre tombe. Parce que certes, vous avez des bons salaires, mais les profits, ils vont aux États-Unis et vos enfants n'auront plus de job. Donc, il faut peut-être qu'en Europe, on réfléchisse un peu plus. Et la deuxième chose, c'est qu'en Europe, on n'investit pas. Les investisseurs n'investissent pas quand il y a trop de risques. Moi, je le vois bien. Je cherche à lever de l'argent. Les gars, ils me disent,
faut arrêter d'être early stage, il faut commencer à avoir des résultats. Et ben, ok, tous les grands Américains que vous voyez là, au début, ils n'étaient pas dans cet état-là. Et Ouais, c'est OpenAI- Ils ont levé de l'argent sans ça. OpenAI a bénéficié de capitaux de véritable capital risque. Ouais. C'est-à-dire que le risque Absolument. était maximal et le retour est maximal. Ce qui m'intéresse aussi sur ce sujet d'OpenAI, c'est la tarification. Des produits grand public qui sont lancés à 20 € par mois, il y en a très très peu Ouais, c'est qui vrai. réussissent. Et On rentre dans celui-ci un modèle payant. Alors, est sacrément payant parce qu'on Ouais. parle plutôt de premium modèles même. Ouais. à 3 €, 5 €, 8 €. Les suites collaboratives sont autour de 8-10 €. Ici, on rentre tout de suite à 20 $. Ouais, ça change la donne. Alors ça, c'est peut-être une Mais bonne ça nouvelle de peut les sortir du modèle du 100% gratuit c'est pas que du B2C. qui reposait uniquement sur l'exploitation de nos données personnelles. Ouais. Et justement, Ouais, un d'ailleurs, dernier mot avant le sur les prochain sujet. données personnelles, justement, il y a plein de recommandations à faire en matière, en tous les cas, pour les entreprises, faire très attention à l'usage quand même. Il y a quand même des recommandations qui doivent être, notamment sur la manipulation de données sensibles sur un outil comme ChatGPT. Alors là, c'est clair, vos données sensibles, in fine, appartiennent à OpenAI. Les copier-coller sont très dangereux. Absolument. Il y C'est-à-dire a... pour toutes les entreprises qui vont utiliser les offres Microsoft 360 Cloud, elles vont in fine, si elles ont envie, et je pense qu'elles seront quand même tentées d'utiliser cet outil ChatGPT intégré, il n'y aura plus la question du bouclier européen sur l'extraterritorialité des données. Elles vont directement les donner aux États-Unis, on est d'accord. Il y a tout ce qui concerne justement le traitement des données à caractère personnel dans ce type d'outil, très important aujourd'hui. Alors là, je pense que personne ne sait comment résoudre ce sujet. Il y a la supervision des résultats. Parce que derrière, il n'y a pas d'explicabilité. Ouais. Vous pouvez avoir, bien entendu, des résultats justes, mais c'est possible d'avoir également des erreurs, et elles ne sont pas visibles. Et puis, il y a aussi un enjeu important sur la propriété intellectuelle, sur les droits d'auteur, parce que en fait, je crois qu'il y a déjà eu quelques sujets qui ont été posés par GPT-4, par OpenAI, parce que l'entraînement de cette IA peut reproduire des contenus qui sont couverts Oui, par les puisqu'elle droits part de l'existant. On va parler aussi de Midjourney, par exemple, là, qui sort dans sa version 5, et qui, à partir de texte, peut produire des images de plus en plus réalistes, magnifiques. Mais quid de la propriété derrière ces images? Alors, chez Adobe, ils ont réglé le problème. Ouais, on voit, par exemple, ces fake J'ai news trouvé ça sur Twitter. produites par des IA génératives. Quid de cette question? Adobe règle le problème en disant, nous, on ne part que d'une base d'images libre, donc il n'y aura pas de problème sur l'exploitation commerciale. Mais enfin, ça limite beaucoup ce qu'on peut faire c'est avec. ou un autre qui dit, si jamais vous apportez des contenus qui servent à entraîner le moteur, vous aurez un bout de la licence générée chez tout le monde. Ouais, ça devient compliqué. Les humains ont toujours fait ça, copier l'art C'est vrai, des autres, s'inspirer, disons. mais copier. Après, c'est une forme de... Après, chez d'honneur. Office, C'est vrai. moi, je vais utiliser Office en tant que... Je vais recevoir des données, je ne vais pas donner mes données. Je dis, fais-moi un contrat qui permet de répondre à tel besoin. Donc, moi, je ne vais pas fournir des données. Je suis vraiment en aide opérationnelle pour être plus efficace. Vous les mettez en garde alors, vos membres du CIGREF, là, sur l'intégration de ChatGPT dans les nouvelles offres bureautiques? On est en train de produire justement un ensemble de recommandations. Mais la première recommandation est de dire... il ne s'agit pas de se braquer, il ne s'agit pas d'être dans le déni, il ne s'agit pas de construire des digues, parce qu'elles ne tiendront certainement pas. Et donc, il faut se mettre dans une situation de courbe d'apprentissage rapide pour voir effectivement quelles sont les manières d'exploiter ce type de produit, tout en sécurisant ses propres données, et notamment ses données sensibles. Et dans le monde du cloud, là, on claque des dents, non, quand on voit arriver Alors, le grand gagnant, ces nouvelles offres? c'est NVIDIA, bien sûr, qui fournit les infrastructures qui permettent de déployer ces solutions, notamment l'inférence. Donc, c'est vrai que ces grandes plateformes possèdent la technologie aujourd'hui. Hugging Face, qui recense tous les modèles que je vais recevoir en plateau la semaine prochaine. Voilà, donc l'entreprise qui fait un travail de recensement merveilleux, qui va permettre de démocratiser l'usage des modèles. Donc, ces modèles vont finir dans des data centers tierces, pour des exploitations peut-être même on-prem dans certains cas de figure. Donc ça, c'est intéressant, ça va se distribuer. Ce qui m'intéresse aussi sur le sujet de l'IA générative des images, c'est cette comparaison entre Midjourney, la V4, la V5, qui finalement, à partir du texte, permet à n'importe qui de générer une image.
la qualité de ces images est toute particulière tout de même. Alors que chez Adobe, ils ont un outil qui s'adresse d'abord aux créatifs. Et les créatifs vont pouvoir accélérer leur travail. Et donc là, il y a quelque chose qui mélange délicieusement la créativité humaine, qui est un prérequis pour utiliser ces outils, parce que Adobe est complexe, soutenu par l'IA. Allez, on enchaîne avec chez Orange Business. C'est une passe difficile avec 700 postes sur la sellette, un plan de suppression qui est présenté aujourd'hui même au Comité social et économique central. C'est une information du Monde qui a été confirmée par les syndicats. Comment on fait pour redresser la barre sur Orange Business ? Parce que le marché a changé, la valeur a changé de côté. Ce qu'on constate, c'est une baisse de rentabilité parce que les activités traditionnelles d'Orange Business, à savoir aller poser des lignes téléphoniques chez les... chez les entreprises, dans les entreprises. Voilà, dans les entreprises. C'est une activité en baisse et qui ne va pas remonter. Donc il faut s'orienter vers les nouveaux relais de croissance. Oui, le cloud, les nouveaux modes d'exploitation des systèmes d'information changent très vite. Et de nombreuses entreprises... C'est-à-dire qu'elles n'attendent plus les services que fournissent aujourd'hui Orange Business, Il faut qu'elles adaptent leurs compétences. Et dans un moment où les choses vont très vite, eh bien, vous vous retrouvez très rapidement avec des compétences que vous ne savez pas remettre sur les nouveaux métiers qui sont nécessaires. Mais comment on peut se retrouver à ce point en décalage, finalement, avec les attentes du marché ? Mais regardez Atos. C'est un peu la même chose. Ça va très vite. Et donc, quand vous avez des activités qui sont traditionnelles, de tierce maintenance, et ainsi de suite, vous exploitez. Et puis, d'un coup, vos clients, parce que la dynamique du marché du cloud est extrêmement vive, partent très très vite, vous vous retrouvez avec des activités qui n'ont plus de rentabilité, donc des compétences pour ces activités qui n'ont plus de rentabilité. Eh bien, il y a soit vous reformez tous ces gens sur les nouveaux métiers, mais c'est pas possible pour tout le monde. Non, et donc, ça porte un nom, c'est la disruption. Vous êtes sur une rente. Mais comment on accompagne ? Vous êtes sur une rente. Tout va bien. Vous gagnez plein d'argent. Pourquoi vous changeriez ? Et donc vous restez avec vos œillères et vous ne voyez pas que le monde bouge à côté. Et quand le monde bouge, qu'est-ce que fait un disrupteur ? Moi, le premier, je cherche les rentiers. Parce que là où il y a un rentier, il y a sûrement du business à faire. Et le rentier, par construction, il est confortable, il ne veut pas bouger. Et donc il y a d'abord un problème d'anticipation, d'essayer d'ouvrir les œillères pour se dire, voyons, où est-ce que ça va bouger ? Même si ce n'est pas mon métier, est-ce que ce qui va arriver n'est pas susceptible de venir m'impacter, moi, sur mon core business ? Donc anticiper, investir. Et quand on ne l'a pas fait et qu'on est au pied du mur, on n'a plus le temps de former les gens. On n'a plus le temps. À un moment, la rentabilité est là, on est obligé de se séparer des gens. Mais là, on parle de 700 personnes. D'un point de vue de l'EBITDA, ça représenterait que quelques points d'EBITDA. C'est 15% des gens, quand même. Oui, certes, mais en tout cas, d'un point de vue de la valeur... Après, il parie sur le fait que, justement, l'activité cloud, cyberdéfense, qui sont en pleine croissance... va permettre d'inverser la tendance. Encore une fois, c'est une rotation de talent. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on voit très bien que les licenciements sont massifs parce que le talent tourne très 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 vite. Ici, on a un opérateur, certes français, avec le droit du travail que l'on connaît. Faire partir 700 personnes pour déplacer ensuite le sujet vers des technologies qui sont celles du futur, ça fait du sens. Ces personnes trouveront sans doute des emplois ailleurs, on l'espère pour elles. Et où devront se reconvertir. Et il faut surtout mettre en place, parce que ça va être le cas pour des milliers de salariés en France, et mettre en place les moyens mutualisés de régénération de compétences pour ces gens-là, de réemployabilité. Mais ça doit se mutualiser, ça doit se penser de manière beaucoup plus large. On a un ministère... c'est là où il faut revoir peut-être nos politiques publiques, parce que ça va très 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 vite, et accompagner, c'est un sacré défi. Européen et pas français. Parce qu'on n'a pas l'échelle. Je l'ai mutualisé tout à fait, mais on est 60 millions de Français, 65 millions. Allez, je voulais qu'on dise quand même un mot sur d'autres sujets. OVH Cloud qui s'équipe d'un ordinateur quantique. Qu'est-ce que ça change d'avoir un ordinateur quantique pour un opérateur de cloud ? Vous résolvez le problème de la graine de voyageurs de commerce. À ce stade, évidemment, c'est très innovant. On parle de R&D et on parle d'interne, d'après ce que j'ai compris. Oui. En revanche, ce que je trouve absolument merveilleux, c'est qu'on parle d'une ETI, OVH, qui achète de la technologie ultra innovante d'une start-up. Et ça, c'est l'exemple à suivre. Start-up française. Mais oui, mais c'est son métier. De même que Microsoft a acheté OpenAI, OVH qui achète ses startups, qu'est-ce qu'il fait ? Il rend disponible la puissance de calcul quantique. Alors à quoi sert la puissance de calcul quantique ?
Mais oui, mais attends, si. Il y a des problèmes qu'on ne sait pas résoudre avec des ordinateurs classiques. Le problème du voyageur de commerce, c'est quoi le chemin le plus court pour livrer toutes mes bouteilles de lait, hein, avec et ça, on ne sait pas le résoudre. Pardon, on sait le résoudre dans des temps qui sont très très longs. C'est proportionnel au nombre de voyageurs de commerce, c'est proportionnel au nombre de points qu'il doit desservir. En quantique, vous mettez tout en parallèle, vous faites de la logique floue, enfin je résume, hein, et du coup finalement, au lieu d'avoir une itération proportionnelle au nombre de points, c'est proportionnel à la racine du nombre de points. Donc ça va 2 fois plus vite. Vous prenez les clés de cryptage, les 128 bits qui cryptent toutes nos transactions bancaires. C'est pas solvable avec des ordinateurs normaux, c'est solvable avec des ordinateurs quantiques. Un mot dessus. Il y a beaucoup de, et je le vois au niveau des adhérents du CIREF, nous avons beaucoup d'adhérents qui aujourd'hui s'intéressent de manière très très importante au sujet du quantique et qui ont déjà des équipes qui commencent à s'équiper avec soit des outils qui permettent de faire de la simulation quantique, qui permettent de travailler sur les algorithmes quantiques, de voir comment l'informatique quantique va pouvoir résoudre des problèmes aujourd'hui dans leur secteur d'activité qui ne sont pas résolus. Ce sont notamment des entreprises qui sont dans la recherche, par exemple, dans la recherche minière, dans la recherche, dans le forage, dans l'oil and gas, dans les banques. Quand cette innovation, elle sera vraiment dans les clouds publics et qu'on pourra vraiment y toucher à cette réalité, là, ce sera vraiment intéressant. Il faudra un temps certain. Oui, parce que, pardon. Parce qu'on parle de transformation numérique aujourd'hui, ça fait tout de même 40 ans, 50 ans que l'informatique binaire existe. Le quantique va devoir se déployer, il va falloir former des gens. Ça va être... Il faut prendre un certain temps. Il faut juste se calmer un peu, parce qu'aujourd'hui, l'ordinateur acheté par OVH, c'est 2 qubits. Pour que ça marche, il faut au moins 50. Aujourd'hui, personne ne sait faire 50 avec stable. Voilà, Google a annoncé 50, IBM a annoncé 50, mais ça ne dure pas assez longtemps. Quoi. Et puis surtout, il faut juste bien avoir... Oui, l'informatique quantique ne va pas remplacer l'informatique traditionnelle, elle va la compléter sur des sujets que l'informatique traditionnelle ne sait pas aujourd'hui résoudre. On va enfin trouver des molécules. Vous vouliez nous parler d'IKEA et de ses drones. Oui, alors très vite. Très vite. On disait que ChatGPT, effectivement, ça change un peu de la manière. Ça nous soulage un certain nombre de tâches. Je trouve très intéressant avec les drones autonomes, c'est que la tâche qui consiste à aller vérifier un stock, il n'y a plus besoin de la faire par un humain qui se déplace. Le drone se déplace et tous les jours de l'état du stock. C'est un début d'industrie 4.0, tout ça. Plus 5.0, puisqu'en l'occurrence, c'est totalement autonome. Ouais. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Yann Lechel, Alain Staron, Henri Dagrin. On se retrouve juste après la pause pour la dernière interview avant le week-end. C'est la deuxième partie de Smart Tech qui démarre votre émission sur le numérique, l'innovation, les nouvelles technologies. Aujourd'hui, on va parler de ce que proposent les offres cloud, en particulier Amazon Web Services, puisque j'ai avec moi en plateau Éric Jean Varéchard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des activités secteur public de cette plateforme cloud Amazon Web Services, AWS pour faire court, en France et au Benelux. Et là, vous préparez en ce moment un événement important justement à Paris, l'AWS Summit Paris. Événement gratuit qui va se tenir en avril, début avril, le 4 exactement, au Palais des Congrès. À qui est-ce qu'il s'adresse en particulier? Vous visez qui avec cet événement? Merci de me donner l'occasion déjà d'en parler. Effectivement, nous attendons plusieurs milliers de personnes le 4 avril, des personnes de tous les horizons qui vont assister à plus d'une centaine de sessions gratuites à cette occasion. Ces personnes, elles viennent de tous les horizons. Ce sont à la fois des start-upers, des gens qui ont des projets qui voudraient monter leur start-up, ce sont également des PME. Ce sont des ETI, des grands groupes internationaux, des collectivités locales, des hôpitaux, des administrations de toute nature, du secteur privé, du secteur public, des personnes qui ont un profil très technique, ou alors des décideurs métiers, ou des dirigeants d'entreprise. Et qu'est-ce qu'ils viennent chercher sur ce type d'événement? Ils viennent chercher plutôt l'inspiration. Dans un moment où il y a pas mal d'incertitudes, en fait, un tronc commun, c'est tout le monde veut faire de meilleurs produits, de meilleurs services, et à moindre coût. Et le cloud répond justement à ces enjeux. Parce qu'en Europe, sur la migration vers le cloud, on est plutôt encore en retard, si je peux employer ce terme. Enfin, en tout cas, on n'y va pas à vitesse grand V. Hein. Je pense que ça avance énormément, ça progresse énormément, et peut-être davantage que dans d'autres parties. Quels sont les freins, en fait, de migration vers le cloud? Le premier frein, c'est les compétences. Aujourd'hui, la Commission européenne, d'ailleurs, s'en est fait écho à travers la décennie numérique et ses objectifs pour 2030. L'un des premiers freins, ce sont les compétences. Et c'est aussi une journée de formation pour l'ensemble de ces acteurs.
Donc, compétences, formation. Vous avez aussi des années d'expérience dans l'accompagnement du secteur public. Vous avez dit que ça faisait partie des personnes que vous attendez, des représentants des collectivités territoriales locales. Comment est-ce qu'on peut répondre justement aux attentes spécifiques de ces organisations publiques ? Alors, je ne vais pas isoler le secteur public et ses problématiques par rapport à celles du secteur privé. Ce sont les mêmes ? Ce ne sont pas exactement les mêmes, mais elles sont malgré tout très proches. Aujourd'hui, le secteur public qui a énormément progressé dans sa transformation numérique ces dernières années, vous avez pu le constater, cherche à délivrer de meilleurs services publics et dans un cadre économique qui est contraint. Et le cloud AWS répond à ces sujets. Il y a également un autre point, c'est la sécurité. Et il souhaite pouvoir le faire en toute sécurité. Et le cloud est un excellent moyen de pouvoir assurer davantage de sécurité, à la fois de manière proactive et de manière réactive. On a constaté récemment des cyberattaques qui ont paralysé des villes ou des hôpitaux. L'une des réponses, c'est de créer un plan de reprise d'activité dans le cloud pour ces administrations. Alors, on s'était rencontrés sur le Salon des maires, déjà. Qu'est-ce que vous avez entendu de leur part, justement, à ces responsables locaux vis-à-vis du cloud ? Les compétences. Ils ont besoin de davantage de compétences. Donc, on assiste énormément là-dessus. Nous avons pris un engagement au niveau mondial chez AWS de former plus de 29 millions de personnes d'ici 2025 au cloud. On en a déjà formé plus de 100 000 en France. Et on continue sans cesse cet effort, notamment également à l'occasion de l'AWS Summit, qui est aussi, comme je l'ai dit, une journée de formation. Et comment est-ce que vous répondez aux questions sur la souveraineté ? Alors, je reviendrai vous en parler dès qu'on aura l'occasion de communiquer sur le sujet, si vous me permettez. D'accord. Ok, donc c'est un sujet en soi pour vous. Ok. La souveraineté est un sujet pour l'ensemble des acteurs. Non, parce que forcément, ça fait partie des interrogations, j'imagine, de ces organisations. D'ailleurs, pas seulement publiques, mais aussi privées. Aujourd'hui, c'est un sujet en France. Il y a également un espace French Tech dans votre événement. Alors, il y a plusieurs espaces qui sont liés aux startups. C'est une longue histoire d'amour entre les startups et AWS. Comment est-ce qu'elles travaillent ensemble ? À quel moment elles interviennent, en fait ? Alors, on a développé un Startup Loft, où là, vous aurez une trentaine de pépites de la French Tech française qui viendront présenter leur expérience et ce qu'elles font avec le cloud AWS. On aura des acteurs comme Datadome, comme Winamax ou comme Backmarket qui viendront partager cette expérience. On aura également l'opportunité, on donnera l'opportunité à des entrepreneurs qui ont des projets de présenter leurs projets auprès d'investisseurs pour les convaincre d'investir dans le projet. Alors également, ce sujet, autre sujet fort, à part celui du cloud, de l'économie, des compétences, de la souveraineté, il y a évidemment l'IA générative. On a vu le succès que ça a créé, ce moment où Microsoft a dit qu'il allait intégrer ChatGPT dans ses offres. Comment Amazon travaille sur cette question de l'IA générative ? Ça va faire partie des thèmes que vous allez aborder, j'imagine. Bien sûr, l'IA est un thème central dans l'ensemble de ce que l'on fait actuellement. Et ce sera également un des thèmes centraux de l'AWS Summit. Nous aurons l'occasion de partager avec une des pépites de la French Tech française qui s'appelle Hugging Face. Je ne sais pas si vous connaissez. Que l'on reçoit en plateau lundi. Eh ben voilà, la boucle est bouclée. Hugging Face, on a engagé un partenariat mondial, d'envergure mondiale, avec cette pépite française, qui est purement autour de l'IA générative et qui la rend plus accessible à tous. Donc on aura des démonstrations aussi au moment de ce AWS Paris Summit ? Absolument. De quel type ? Qu'est-ce qu'on pourra voir ? Pour inciter, je dirais, d'autres profils peut-être à venir assister à l'événement. Vous aurez, comme je l'ai dit, déjà une centaine de sessions, donc des sessions qui sont animées par des partenaires, mais également par des clients et certains de nos experts. Et à côté de ça, vous avez à peu près 25 ou 30 démonstrations réalisées par nos clients sur ce qu'ils ont réalisé justement avec le cloud AWS, notamment avec des outils d'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Éric Jean Varéchard est venu nous parler donc de l'AWS Paris Summit. C'est le 4 avril au Palais des Congrès à Paris. Donc, à suivre dans Smart Tech, notre chronique Où va le web ? Alors, on repart dans les métavers. On va voir comment la marque YSL Beauté continue de miser sur les NFT.
Yves Saint Laurent Beauté, c'est des parfums, mais c'est aussi des NFT. La marque continue d'investir le Web3 et lance sa nouvelle collection de NFT, YSL Beauty Night Masters. 3 œuvres originales créées par 3 artistes du Web3 reconnus, 3 femmes qui ont eu carte blanche pour exprimer leur art. Elles devaient bien sûr s'inspirer de l'univers du parfum, notamment du célèbre flacon Black Opium. Les artistes ont alors repris les codes de la nuit et des paillettes. Chacune des œuvres a été mintée, c'est-à-dire copiée en une centaine d'exemplaires authentiques sur la blockchain Polygon. Yves Saint Laurent Beauté a même créé son propre portefeuille numérique pour l'occasion. En téléchargeant le wallet YSL Beauté, vous pouvez acheter un des 300 exemplaires mis en vente. Le prix de chaque NFT a été fixé à 0,2 ETH, soit 30 €. Les bénéfices seront d'ailleurs reversés à une association. En plus de montrer ses capacités purement techniques à intégrer le Web3, pour la marque, c'est aussi une manière d'engager sa communauté, car ces NFT donnent accès à des avantages exclusifs pour ceux qui les détiennent, des avant-premières, des expériences inédites, à des produits également, comme des coffrets parfums. En fait, le Web3 a aujourd'hui tout pour séduire les marques. Il permet de moderniser l'expérience client et de fidéliser cette clientèle. Ce sont les mots de la directrice internationale du digital de la marque. Elle affirme d'ailleurs que cet événement est loin d'être le dernier programme Web3 présenté par Yves Saint Laurent Beauté. Et voilà, c'était Smart Tech. Aujourd'hui, c'était grande journée de débrief. Merci beaucoup à Eric Jean Varéchard qui est resté avec nous jusqu'à la fin, directeur secteur public France et Benelux pour AWS. Merci à vous de nous suivre très régulièrement. On se retrouve dès la semaine prochaine. En attendant, vous aurez le droit à un best-of, bien évidemment, demain.